Vous écoutez Game of Ecom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Game of Ecom. Je suis Guillaume Deperroy, consultant CRO. J'aide les sites e-commerce à transformer leurs visiteurs en clients. Dans Game of Ecom, nous parlons des réussites, des difficultés du monde du e-commerce à travers les expériences d'autres acteurs du secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Claes, fondateur du site Ratio. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Alors, merci de participer à ce podcast. Et est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre parcours jusqu'à votre poste de fondateur du site Ratio, s'il vous plaît? Alors oui, je suis donc Thibaut Claes, j'ai 41 ans. J'ai fondé Ratio à une époque où j'étais encore lyonnais et que je cherchais un sac à dos adapté à ma pratique du vélo en ville et au-delà. Donc je ne trouvais pas exactement ce que je voulais et du coup, j'ai orienté mes expérimentations sur ce type d'accessoires et de fil en aiguille, c'est devenu, la marque que c'est devenu aujourd'hui, Ratio. On est aujourd'hui implanté en Isère, au pied du Vercors. Et l'entreprise compte, aujourd'hui, 4 salariés avec moi. Mais alors il faut revenir sur mon parcours initial, qui a commencé par une carrière de web designer et c'est donc, une passerelle intéressante avec ce que vous présentez aujourd'hui parce que j'ai un parcours plutôt atypique de ce point de vue-là et j'ai d'abord été, formé au graphisme, toujours sur support digital et j'ai commencé ma carrière en tant que web designer pour la continuer ensuite en freelance pendant 10 ans en tant que directeur de création en communication et c'est en parallèle de ça que j'ai développé mes compétences en couture et en design d'objets qui m'ont conduite, aujourd'hui à diriger une petite entreprise de bagagerie éco-responsable et fabriquée localement. D'accord. Je vais pas tout vous raconter d'un coup. Je vous laisserai guider le déroulé de tout ça parce qu'après une fois que je suis lancé, je peux en parler longtemps. Bah, c'est bien. Bah oui, donc on va revenir un petit peu sur tout ça et c'est très intéressant de voir déjà que vous aviez un parcours voilà, de web designer voilà, qui se ressent éventuellement sur le site et qui va permettre de répondre à pas mal de questions que je vais vous poser, notamment la première, est-ce que donc de ce fait-là, est-ce que c'est vous-même qui avez développé le site de Ratio ou est-ce que vous avez donné le bébé à quelqu'un d'autre? Non, c'était, assez évident que j'avais cette compétence-là, déjà acquise et qui m'a permis du coup de mettre en place ces outils, assez simplement et du coup à très faible coût. C'était aussi une volonté après avoir passé des années à accompagner des clients sur la mise en place de leurs outils web et le développement de leur identité de marque, de voir si tous ces bons conseils que je leur distillais étaient vraiment pertinents, et donc du coup, je les ai appliqués à ma propre marque. Avec cette envie de développer un univers qui soit propre et puis d'explorer, d'expérimenter autour des techniques notamment de SEO que j'ai creusé, pas mal là autour de ce projet-là. D'accord, mais des fois, c'est vrai que quand c'est trop notre bébé, même si on a les compétences, des fois, on n'a pas le recul assez pour pouvoir voilà, avoir le recul pour pouvoir, les conseils qu'on a donnés à d'autres, se dire oui, est-ce qu'ils vont effectivement être bons pour nous ou pas? Donc, ouais. C'est vrai. Aujourd'hui que le projet s'est développé, je m'entoure de compétences complémentaires pour essayer d'avoir effectivement ce recul et améliorer un petit peu plus, comment dire? C'est plus que les performances, mais c'est sur la vision globale du projet et parce Mmh. que comme vous le soulignez, quand on a le nez dedans, on n'a pas forcément le regard le plus pertinent. Tout à fait. Et donc, vu que vous l'avez développé, comment vous arrivez à organiser vos journées entre ben, la fabrication, le site internet, la communication, ainsi de suite? Est-ce que vous avez des routines? Est-ce que c'est par ordre de priorité? Comment vous arrivez à gérer tout ça? C'est une bonne question dont je cherche encore la réponse aujourd'hui. C'est toujours un défi d'arriver à comment dire? À structurer son temps. Les journées, font pas plus de 24 heures, donc
C'est toujours compliqué, oui, de savoir quoi prioriser. C'est toujours frustrant aussi de pas forcément arriver à tout faire. C'est aussi une grande chance pour moi aujourd'hui de pouvoir m'appuyer sur des compétences, complémentaires des miennes. Ça a commencé par, déléguer la production pour, me soulager sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, je suis épaulé par, 3 couturières qui m'accompagnent dans la production des équipements qu'on propose avec Ratio. Hem, mais cette démarche, elle commence avant parce que la marque a un sourcing un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne valorise que des rebuts de production de la filière textile locale. C'est-à-dire des chutes de production, des surplus de production, des matériaux déclassés, des stocks dormants et on travaille comme ça en économie circulaire avec une dizaine d'industriels de la région en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que comme je le suggérais, on est en Isère et avec qui on travaille pour identifier ces stocks qui peuvent rentrer dans la composition de nos équipements. Souvent destinés à l'armée et aux maisons de luxe, donc avec des cahiers des charges extrêmement pointus. On arrive comme ça à sécuriser des stocks de plus en plus importants de matières dont les industriels ne savent pas quoi faire et qui, du coup, en plus répondent à une contrainte réglementaire de voilà, pour éviter le gaspillage et sur la responsabilité élargie des producteurs. Donc toute la démarche de ratio, elle commence par ça, avec un sourcing bien spécifique qui vise à valoriser un maximum de ressources et à préserver les ressources. Ensuite, il y a tout ce travail de développement de produits, de prototypage, de design en fait, qui se poursuit en partant des matériaux existants pour imaginer des choses avec. Et puis ensuite, on a l'avantage d'avoir un atelier en interne qui permet d'avoir toutes les compétences réunies au même endroit et qui donc se poursuit par la production. Et étant donné qu'on propose une garantie de réparation à vie, ben, on répare les produits quand ils sont cassés, vous nous le renvoyez, on démonte, on répare et c'est reparti pour une nouvelle vie. En plus de tout ça, eh ben, il y a effectivement la commercialisation qu'on fait, en bonne partie en e-commerce, sur notre site et sur des marketplaces, indépendantes. Un petit peu en physique et puis pas mal sur des clients B2B qui veulent proposer à leurs clients ou, équiper leurs équipes de sacs, de sacoches, pour, que ce soit cohérent avec leur démarche d'achat, plutôt orientée sur du made in France, sur de l'éco-responsable, sur toutes ces valeurs-là et et puis ensuite, bah, oui, la communication, la gestion courante, et hem et puis, oui, tout ce qui va prendre le relais de tout ça. Donc oui, c'est, comment je structure mes semaines, mes journées. C'était déjà de faire, un état des lieux de tout ce que je dois faire, de tout ce que je pense qu'il est pertinent que je prenne en charge. Je pense que c'est déjà une première étape. Donc on a fait avec l'équipe d'ailleurs, faire, un état des lieux de toutes les tâches qui nous incombent. Pour ensuite essayer de voir ce qui peut être, mieux réparti, parfois sous-traité, délégué, et je pense que c'est déjà une première étape pour, commencer à structurer, déjà se rendre compte du travail et des différentes tâches, de la diversité des tâches et ensuite essayer de le répartir le mieux possible, de voir là où il est pertinent de conserver la main. Là où il serait plus judicieux de le déléguer, de le sous-traiter, parce que c'est pas là qu'on est le plus performant, le plus compétent, ou qu'on n'y prend pas le plus de plaisir, ou à l'inverse, qu'on a envie de développer une compétence, mais que du coup ça nécessite, peut-être d'y passer plus de temps. Donc je pense que c'est par ce genre de porte d'entrée qu'il faut arriver pour, ensuite structurer et éventuellement se créer des routines, se dire que le lundi matin, ça c'est destiné aux posts sur les réseaux sociaux et et le mardi, à la compta, mais ça c'est libre à chacun en fait. Mmh.
Oui, puis c'est beau sur la théorie, mais dans la pratique, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile de respecter ce côté-là. Mmh. Vous avez parlé que voilà, vous fabriquez les produits, on pouvait vous les renvoyer s'ils étaient cassés, abîmés, vous les répariez, ainsi de suite. Donc c'est bien parce que ça fait une économie voilà, c'est pas on jette, c'est cassé, on jette, on peut le réparer, on peut le garder à vie et que vous récupériez des rebuts d'autres partenaires. Est-ce que ce côté un peu éco-responsable, vous l'avez retranscrit aussi dans le choix des outils que vous avez utilisés pour créer votre site internet? Alors il y a pas un engagement très fort là-dessus, au-delà du fait qu'on héberge notre site en France et qu'on essaie d'avoir un site léger. C'est Hem, déjà bien. ce qui peut être, déjà pas mal. Après, moi, j'ai commencé le web à une époque où, c'était balbutiant. On codait des sites en tableau, et au bloc-notes. Heu, C'était du coup, fallait qu'on ait des sites très, très légers, et puis très optimisés parce que la bande passante était quand même pas la même. Donc c'est un peu élevé à dure école, mais en même temps, bah, c'est là qu'on apprend à être, comment dire? À limiter les ressources, auxquelles on va faire appel. Une sorte de sobriété, subie, mais qui finalement aujourd'hui retrouve tout son sens parce que, tout comme on va retrouver des parallèles entre référencement et accessibilité, bah, on va retrouver, des parallèles entre sobriété écologique et performance, en termes de en termes de site. Donc, j'ai jamais cessé de voir des passerelles entre ces différents leviers. J'ai toujours fait ces passerelles-là avec les clients que j'accompagnais à l'époque, leur expliquer que s'ils faisaient un site, accessible, heu, aux malvoyants par exemple ou d'autres, ou autres, bah, potentiellement ça allait aider aussi les petits bots de Google bah, qui n'ont pas d'yeux ou qui pendant longtemps n'arrivaient pas à décrypter des images, autre qu'à travers une balise, alt. Et donc, c'était voilà un double avantage de faire ce travail-là, soigneusement en amont, notamment pour le SEO. D'accord, oui, effectivement, c'est bien, mais et vous avez parlé du fait que que vous aviez appris aussi à coder au tout début, quant au balbutiement des sites internet. Et votre site, vous l'avez développé en code ou vous avez utilisé un CMS pour aller un peu plus vite? Oui, non, j'ai pas développé mon site, from scratch, pour un site e-commerce, ça serait d'une part périlleux et ensuite, grosse perte de temps, quoi. Il y a des outils très bien aujourd'hui qui existent. Moi, j'ai travaillé longtemps avec WordPress et donc c'est assez naturellement que je me suis orienté vers WooCommerce. Bon, j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres CRM, d'autres CMS, hem, notamment orientés e-commerce comme PrestaShop qui avait pas retenu, mon intérêt, au moment de choisir, de faire le choix de cet outil-là. Pour moi, c'était facile à mettre en place puisque c'est un outil que j'avais bien en main, sur lequel on pouvait créer une couche de CSS avec des thèmes enfants qui permettaient de se réapproprier, voilà les outils et puis l'apparence du site et de faire un peu ce que je voulais de ce point de vue-là. Heu, j'apprécie encore aujourd'hui, même si ça s'est un peu développé quand même, c'est en termes de volume de vente et de nombre de clients, par jour. Bah, du coup, la fluidité avec laquelle, on peut maintenir ces outils-là, hem, la communauté qu'il peut y avoir autour aussi, le côté open source sur la partie hébergée, auto-hébergée, quand on sur WordPress, wordpress.com, wordpress.org plutôt, mais pas wordpress.com, ce qui propose une version hébergée chez eux. Bref. Et puis le coût moindre parce que, par rapport à un Shopify, je vais y arriver, bah, forcément si on arrive à mettre en place ces outils soi-même sur son propre serveur, que j'avais déjà à l'époque, même s'il est en mutualisé, bah, c'était une occasion de faire une économie, par rapport à un Shopify qui va nécessiter, des abonnements et plein de fonctionnalités payantes, donc c'était un peu une évidence pour moi.
le choix de WooCommerce. D'accord, ok. Bah, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien le Shopify parce que bah, derrière, quand ils ont des transporteurs, une gestion de stock, ainsi de suite, il peut y avoir une gestion plus facile avec ces transporteurs et ces gestions de stock. Tout à l'heure, votre langue a fourché, au lieu de parler de CMS, vous avez parlé de CRM. Est-ce que vous en utilisez pour faire de l'automation ou pas du Euh, tout? il y a deux outils qu'on est en train de mettre en place, c'est un CRM et un ERP. On essaie de mettre en place le même outil pour les deux. Et vous parliez de logistique aussi. C'est trois aspects très importants, en fait, qu'on essaye de structurer progressivement. Dans tout ce qui est logistique, on le gère avec WooCommerce a plein de passerelles, notamment avec des outils comme Boxtal ou SendCloud, qui vont permettre de centraliser en fait un certain nombre de- voilà, de transporteurs pour proposer une offre de livraison à domicile, en point relais, etc., de façon complètement intégrée directement sur le site et d'avoir tout sur une même plateforme pour l'expédition, la préparation des envois. Donc, l'aspect logistique, pour nous, il est géré de cette manière-là. Après, sur la partie CRM, on n'a pas d'outils très poussés autres que les outils d'envoi de newsletters. Et on utilise Brevo pour ça, ex Sendinblue. Et puis ensuite, oui, tout ce qui va être gestion de stock, mais qui se poursuit avec la gestion des stocks de matières premières pour nous, qui est une grosse couche sur laquelle on est en train de travailler. Et pour le coup, là, ça y est, j'ai lâché la main. J'ai enfin appelé un ancien collègue pour dire help, un vrai développeur, bien, bien costaud, bien sûr de ses compétences pour m'aider à mettre en place ça, un gros outil de gestion de ressources. Euh, et donc là, on s'oriente sur du Dolibar parce que open source et, et parce que si on a les compétences pour gérer ce genre d'outils-là, bah ça reste moins coûteux que d'autres outils. J'en ai testé d'autres aussi, comme du Odoo, que j'ai trouvé pas adapté à nos usages, à nos besoins, et très mal connecté à WooCommerce, typiquement. Hem, donc voilà, c'est ça, c'est dans les tuyaux. Ça fait partie des projets de l'année, où c'était déjà dans les tuyaux l'année dernière, mais j'ai voulu m'y atteler tout seul et par manque de temps, ça n'a pas abouti. Donc là, voilà, heu la bonne résolution de cette année, c'était de me dire: «OK, tu n'as pas trouvé le temps de le faire tout seul, bah, fais-toi aider», et ça peut être un vrai levier de structuration, quoi, pour anticiper la suite. Oui, effectivement, de temps en temps, il faut savoir faire appel à quelqu'un pour se soulager, puis voilà, pouvoir avancer un petit peu plus vite sur les projets, parce que tout seul, on peut pas non plus tout gérer. Les journées ne font que 24 heures, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, On a tous le même problème à chercher un peu plus de temps dans la journée. Moi, le premier. ouais, je comprends. Et tout à l'heure, avant l'émission, on discutait et vous me disiez que bon, c'était quand même Ratio restait quand même une marque assez confidentielle. Est-ce que vous faites de la communication sur les réseaux sociaux, sur Google avec des Google Ads? Est-ce que vous faites ça ou c'est surtout du bouche à oreille et voilà, pour retrouver vos clients? Alors Ratio s'est développé à partir de 2021, et depuis 2021, pratiquement uniquement en organique. Hem, un peu de réseaux sociaux parce qu'on a une communauté, notamment autour du vélo, qu'on soutient à travers des événements, à travers, différentes, sponsoring d'événements et puis, création d'événements. Donc c'est quelque chose voilà, qui transparaît à travers certains réseaux, mais, on peut pas dire qu'on ait des dizaines de milliers de followers. Donc, on a une communauté par contre qui nous soutient beaucoup, qui suit ce qu'on fait avec, beaucoup d'attention. Donc des gens super, des clients et
des clients super fidèles et des utilisateurs qui nous font des retours extrêmement détaillés sur tous nos produits et leurs utilisations. Donc, c'est extrêmement précieux de pouvoir s'appuyer sur leur crash test au quotidien. Et par contre, on a fait quoi? Peut-être un tout petit peu de publicité avec quelques posts boostés sur Instagram, mais c'était très sporadique en 5 ans. Et cette année, on va essayer d'accroître un petit peu notre présence sur le web. On a travaillé sur des salons depuis 2 ans. L on a participé à des salons, grand public ou B2B, B2C, notamment autour du vélo et avec, surtout le salon du Made in France qui a lieu tous les ans en novembre à Paris, porte de Versailles, et qui est un grand rassemblement de toutes les marques françaises dans les domaines aussi variés que, le vêtement jusqu'au mobilier en passant par, la bouffe et tout le reste, et des super sacs à dos qui se trouvent avoir, beaucoup de succès sur ce salon parce que tout d'un coup, il y a plus la concurrence internationale de sacs fabriqués très loin d'ici, avec une traçabilité qui est très différente. Et donc, Ratio tire son épingle du jeu sur ce type d'événement, parce qu'on a un public qui est déjà sensibilisé à la recherche de ce type de choses. Et c'est vrai que c'est difficile pour une marque de niche comme Ratio, de se faire une place sur le web, parce qu'on aura toujours des marques en face qui, ont des coûts de production bien inférieurs et donc du coup des coûts de marketing bien supérieurs et que donc ils peuvent, voilà, inonder, saturer médiatiquement la présence, en ligne sur des requêtes qui vont être les mêmes que les nôtres et à l'inverse, ouais, sur des événements spécialisés, bah, là tout d'un coup, sur du Made in France, bah, il y a plus que nous. Donc ça nous laisse un boulevard, qui est très bienvenu parce que les gens cherchent ça et nous demandent souvent: «Mais comment on sait que vous existez, des marques comme vous?» Et donc voilà, on fait un gros travail de SEO. Hem, c'est vraiment donc sur du référencement, organique, référencement naturel, mais de la pub, c'est quelque chose qu'on va mettre en place petit à petit, mais une fois qu'on aura estimé qu'on aura épuisé toutes nos cartes, en SEO, on on se lancera à ce moment-là sur le SIA. D'accord, oui, effectivement, il faut aller étape par étape et faire les choses, petit à petit, c'est bien. Est-ce que vous pourriez résumer votre, aventure dans le e-commerce en 3 mots? Hem, Ça a commencé par écouter mes clients à l'époque. Et puis ensuite, c'était une époque où c'était il y a 15 ans que j'ai commencé à essayer de comprendre comment fonctionnait le web et donc c'était, beaucoup, d'expérimentation. Ce serait le deuxième mot et parce qu'encore aujourd'hui, bah, ça nécessite, de tester des choses, de, aujourd'hui, c'est très structuré, on parle de campagnes AB, de testing et cetera, mais à une époque, c'était quand même plus balbutiant. Mais voilà, retrouver ça et ensuite, bah, le troisième mot, c'est l'utilisateur, que ce soit un site e-commerce ou un site, de contenu. L'idée, c'est de se mettre à la place de la personne qui va parcourir notre site. On peut essayer de faire du référencement le plus possible, on peut essayer de se mettre dans la peau d'un robot de Google, mais si votre site, il est pas pertinent ou pas agréable, bah, ça il y aura aucun intérêt pour un utilisateur final, d'y rester ou d'essayer de creuser, ou de chercher une info, quoi. Donc, je pense que faut essayer de comprendre, expérimenter des choses, pas s'empêcher de tester des choses et puis toujours essayer de 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 se mettre à la place de l'utilisateur final pour, voilà, voir quel est l'usage réel du site et où est-ce que ça pourrait bloquer, où est-ce que ça pourrait être amélioré. D'accord.
Effectivement, il faut toujours garder en ligne de mire que c'est l'utilisateur qui est au centre de tout. Voilà. Moins le produit est important, mais en fait, l'utilisateur, c'est vraiment la clé de tout et vraiment le remettre au centre de l'équation, c'est très important. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans l'aventure du e-commerce? Comme je disais, je suis toujours en train d'interroger les pratiques actuelles avec ce que j'ai connu au début, sans vouloir faire le vieux, parce que je n'ai que 40 ans, mais 40 ans à l'échelle du web, c'est beaucoup. Ou en tout cas 20 ans quoi, que j'ai passé à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Ça a beaucoup changé. Moi, ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, c'est justement l'apparition et la disparition de tendances, de modes, que ça soit sur le design, que ça soit sur les outils, que ça soit, et en même temps, il y a des choses qui sont restées hyper vraies depuis le premier jour où j'ai commencé à taper la première ligne de code ou à utiliser des outils pour m'aider à le faire. Hem, c'était finalement les choses les plus basiques qui fonctionnent le mieux, quoi, et on peut vous vendre, tout et n'importe quoi comme solution technique, très élaborée, très sophistiquée, chère, pas chère. En fait, c'est des fois les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux, notamment sur le SEO où en fait faire du référencement naturel, ça prend du temps, mais en réalité ça coûte rien, si c'est bien fait. Et c'est d'arriver à comprendre, ce qui fait vraiment la différence, comment on structure du contenu, comment on va pouvoir amener, une vraie valeur à son contenu et donc du coup, trouver de la pertinence aux yeux d'un moteur de recherche. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Quelqu'un qui veut se lancer dans le e-commerce, ça va être la visibilité. Alors on peut s'appuyer, d'autres vous diront: «Mais il faut trouver des influenceurs et puis, puis se reposer sur leur notoriété». Alors ouais, pourquoi pas, mais bon, moi je l'ai pas abordé sous cet angle-là. Donc ça serait plus sur le côté, référencement que moi j'aurais des conseils à donner et parce que pour nous en tout cas, c'est un vrai levier de développement. C'est là que les gens, qui vont chercher quelque chose de pointu ou un produit de niche, vont pouvoir, trouver ce qu'ils cherchent, grâce à des moteurs de recherche et donc voilà, essayer de pas céder aux sirènes des tendances et des modes, et de multiplier les outils et cetera, d'essayer de rester simple, de commencer avec des outils de base et de les pousser progressivement pour ensuite, voilà, éventuellement passer à d'autres méthodes, d'autres outils. Hem, Ça peut vite devenir des grosses usines à gaz, donc commencer petit et structurer le plus possible. Je ne sais pas si c'est un conseil très avisé, j'espère que ça trouvera du sens. Mmh. Bon, en tout cas, si, si, c'est un très très bon conseil, effectivement, de pouvoir commencer petit, de pas céder à l'objet brillant, comme on dit généralement maintenant, voilà, de se dire, voilà, on parle de ça, donc il faut tester, ah ben non, on a parlé de ça aussi, il faut y aller, voilà, de pouvoir rester dans une ligne directrice de, voilà, on a un outil, on l'utilise à fond, et effectivement, après, il est toujours temps d'en changer si on voit que, il correspond pas forcément à nos attentes ou qu'on n'a pas toutes les comment dire il ne peut pas répondre à toutes nos attentes à nous. Voilà, dire on va le changer et on va en tester un autre, mais voilà, on aura fait le tour du logiciel, de l'outil intégralement avant de dire ah bah non, bah, ça fait 3 jours que je l'utilise, on m'a parlé d'un autre, ah bah tiens, je vais essayer de l'installer. Et voilà, on perd plus de temps qu'autre chose. On arrive à la fin de cet épisode. Il me reste une dernière question à vous poser. Si votre expérience dans le e-commerce était un film ou une série existante, bien sûr, ça correspondrait à quoi? Waouh, c'est le genre de questions qu'il faut préparer ça, parce que sinon on est vraiment pris au dépourvu. Hem, c'est pas un long fleuve tranquille. Mmh, hem,
ça serait ouais, c'est une bonne question, d'essayer de trouver une analogie. Ça va être difficile, hein. Je vais avoir vraiment du mal à répondre, avec un exemple. Ou alors faut mettre sur pause, faut me laisser 2 jours, puis je reviens. J'ai une j'ai un grand intérêt pour le cinéma et donc je vois beaucoup de films. Et alors du coup, en sortir un comme ça, qui synthétiserait mon expérience, hem, si je devais pas parler d'un film, je parlerais d'un type de film. D'accord. Ça serait du coup plutôt un film documentaire pour, retracer mon expérience. Parce que c'est fait d'expérimentation, d'exploration et d'expériences partagées et qu'on essaye de vivre avec une équipe. Bref, on est dans le concret, quoi. On n'est pas trop dans la fiction, en fait. C'est donc je parlerai plus d'un film documentaire bien ancré dans le réel. Un peu, ce serait les Frères Dardenne, mais version un peu plus joisse, un peu plus Oui. un peu plus joyeuse, quoi. Mais voilà, quelque chose qui serait bien ancré dans la réalité et dans ce qu'on construit tous les jours. On n'est pas en train de faire des plans sur la comète. On essaye que chaque jour soit une satisfaction et que si demain notre marque disparaît, que le souvenir qu'on en garde, ce soit pas forcément qu'on ait fait le plus gros chiffre d'affaires, les meilleurs sacs du monde, mais qu'on ait, pris soin des gens avec qui on travaille, qu'on garde un super souvenir des moments passés à l'atelier et de l'expérience, entrepreneuriale que ça a été, donc pour moi, c'est ça un peu le et bien sûr, à la fin, bah, il y a quand même, une happy end où, voilà, il vogue vers des jours heureux, quelque chose comme ça, quoi. Donc désolé, c'est un peu le film imaginaire, mais c'est celui qu'on construit tous les jours. Bah, non, non, mais c'est très bien et c'est une très belle réponse, pour, clôturer, cet épisode. Donc, bah, merci beaucoup à Thibaut pour votre temps et toutes vos réponses. Merci Et Guillaume. je vais souhaiter aux auditeurs ben, de les retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Game of Ecom. Game of Ecom.